il y a eu 10 ans ou même 12 ans ou 13 ans de tâtonnement dans ce secteur-là. Même le capital semencier qui avait été constitué à un moment a été mélangé à de l'écrémé, et donc le Sénégal a énormément perdu sur un travail préalable qui a été fait par les instituts de recherche. Aujourd'hui, l'État est conscient que sans la reconstitution du capital semencier, il ne pourrait jamais y avoir une agriculture, en tout cas productive et pérenne. On dit que la semence représente 30% des performances, en tout cas sur le plan du rendement. Nous avions, ce n'est pas notre activité principale, hein, c'est parce que l'État du Sénégal a senti que nous avions la possibilité d'appuyer, en tout cas de donner notre contribution dans cette reconstitution du capital semencier. Et c'est par rapport à cela que nous avons promis, lors du dernier conseil interministériel, de mettre à disposition de l'État du Sénégal 1000 hectares aménagés par nos soins pour lui permettre de contribuer en tout cas à reconstruire ce capital semencier. Vous êtes dans une zone aussi qui est une zone très sensible du point de vue même des maladies hydriques. Oui. La bilharziose est souvent dans les quartiers, dans les villages comme Djidakhar, comme Ban, entre autres. Est-ce que vous avez aussi pris des mesures par rapport à l'impact sur la santé des populations, sur l'environnement? Oui, déjà nous avons fait une étude d'impact environnemental et social déjà dans la zone pour en tout cas cerner tous les aspects environnementaux que le projet pourrait engendrer dans sa mise en œuvre. Mais au-delà de ça, nous avons des mesures d'accompagnement. Lesquelles? Nous avons mis en place, par exemple, dans la zone de Ronkh, un centre de santé qui doit prendre en charge toutes les populations qui sont dans les environs de la zone du projet. Ça, c'est un aspect. Sur le plan de la santé animale, nous avions fait l'année dernière une campagne de vaccination où la totalité du cheptel de la zone du projet a été vaccinée par nos frais. Aujourd'hui, nous sommes ouverts. S'il y a des propositions que les collectivités locales sont prêtes à nous soumettre, nous sommes prêts. En tout cas, à voir dans quelle mesure les accompagner dans la prise en charge de problèmes de santé que pourraient... Mais ce n'est pas des problèmes de santé qui sont spécifiques au projet. Hein. Je parle des problèmes de santé, en tout cas globaux, que les populations rurales auxquelles peuvent être confrontées. Donc nous, en tant que projet, de par notre responsabilité sociétale d'entreprise, nous sommes disposés en tout cas à donner un coup de main pour accompagner les populations. D'ailleurs, nous sommes en phase de négociation avec d'autres communautés rurales pour l'attribution de nouvelles terres. Et dans le cadre des conventions que nous sommes en train de négocier avec ces communautés rurales, les aspects liés à l'éducation et à la santé sont très importants. Et sur une des communautés rurales, je ne vais pas le citer parce que les négociations sont toujours en cours, sur une des communautés rurales, il nous a en tout cas été demandé de reconstruire une maternité. En fait, c'était une case de santé, je pense qu'il doit maintenant passer en centre de santé. Et nous sommes disposés en tout cas à les accompagner dans cette dynamique-là. Donc votre politique ne s'arrête pas seulement à Ronkh et Guitch, vous avez un projet de vous étendre un peu partout dans le Sénégal. Est-ce que vous pensez à reprendre Fanaye un jour? C'est un peu compliqué parce que jusque-là, en tout cas, il n'y a pas encore la sérénité, je pense, dans ces zones. Récemment, vous avez entendu encore des personnes, des populations qui ont manifesté un peu leur courroux vis-à-vis du conseil rural. Mais cela n'exclut pas que si un jour il y a plus de sérénité revient dans ces zones, rien ne nous empêche de revenir. Nous avons toujours l'attribution qui n'a pas été encore désaffectée. Hein. Nous avons toujours donc le droit. Juridiquement, nous sommes toujours attributaires de ces terres-là. Donc si à terme, dans un futur proche, il y a des possibilités de revenir à Fanaye, pourquoi pas? Mais ce que les populations vous reprochent souvent, c'est que vous êtes dans une zone où il y a des éleveurs, il y a aussi des troupeaux qui devaient aller en pâturage. Et que la mise en place de votre projet aujourd'hui fait que les éleveurs n'arrivent plus à aller chercher de l'eau pour leurs chèvres, pour leurs moutons, et que les cultures fourragères qui devaient être mises en place pour aider les bergers à alimenter le troupeau ne sont pas là.
Là aussi, je voudrais lever une équivoque parce que c'est vrai, nous sommes dans une zone sylvopastorale, donc où il y a, disons, une tolérance qu'il y avait dans le cadre donc, de cette réserve, de laisser les animaux, en tout cas, venir divaguer. Aujourd'hui, la cohabitation éleveur agriculteur n'étant pas toujours facile, nous avons essayé quand même de mettre en place un schéma et qui est adopté aujourd'hui par la plupart des populations avec qui nous sommes dans la zone, en délimitant sur chaque hameau 300 mètres tout autour du village et 500 mètres tout autour du village pour pour ce qu'on appelle les villages. Mais en termes de village, en général, c'est des habitats très précaires. Hein. Il faut pas peut-être c'est le cas peut-être de le souligner. Et nous avons aussi prévu, et ce n'est pas que nous avons prévu, nous avons mis en place des pistes de production et des pistes de passage, pour permettre à ces populations de pouvoir faire passer leurs animaux et même de passer, parce qu'on n'est pas là pour les encercler carrément. Aujourd'hui, et je vous dis, il y a une semaine, il y avait un cas où des villages nous ont interpellés par rapport à des défrichages qu'ils étaient en train de faire. Et il y a eu une concertation. Et nous sommes toujours ouverts, nous avons toujours clamé haut et fort, nous sommes toujours ouverts à la concertation. Lorsque la semaine dernière, des populations nous ont interpellés par rapport à une zone de défrichage, nous avons demandé à les rencontrer. Une discussion a été menée, une délimitation a été faite et les travaux ont continué comme d'habitude. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est qu'à chaque fois que nous arrivons à un village, nous nous concertons avec eux pour voir dans quelles sont les voies de passage des animaux. S'il y a lieu de mettre en place des zones de pâturage, nous le faisons. S'il y a lieu de mettre en place des points d'eau pour permettre à nos animaux de bénéficier donc de ces appuis du projet, nous le faisons. Par ailleurs, mais là, c'est un autre aspect important du projet. C'est la troisième phase, c'est la mise en œuvre de cultures fourragères. Je ne l'ai pas noté tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous allez dans la zone, nous avons une vingtaine d'hectares de cultures fourragères qui ont été emblavées et destinées exclusivement aux populations riveraines et distribuées gratuitement, je dis bien gratuitement, à ces populations. Au mois de juin, lors de la période de soudure, nos cultures fourragères n'étaient pas encore arrivées à maturité. Le projet a pris sur lui-même de doter les populations locales d'aliments de bétail achetés direct dans une industrie de la place. Et en termes de quantité, nous avons distribué 50 tonnes d'aliments de bétail pour permettre aux animaux de bien de dépasser cette période de soudure. Et donc, pour vous dire que nous sommes dans une logique de collaboration, de concertation avec les populations, et cela est destiné à améliorer la production animale. La troisième phase du projet devra permettre de mettre en place de petites unités légères de transformation de produits de production d'origine animale, que ce soit du lait ou de la viande, pour une meilleure valorisation de ces produits d'origine animale. Des ONG internationales ont dit que en ces 10 dernières années, il y a plus de 650 millions d'hectares de terres qui ont été attribuées à des industriels à travers le monde. On a vu ce qui s'est passé à Madagascar, le scandale des terres au niveau de Madagascar. On a vu des pays arabes de plus en plus qui s'intéressent un peu à certains pays africains pour installer des projets agro-industriels comme vous. Les gens parlent de plus en plus d'accaparement des terres. Mais qui accapare? C'est les Sénégalais qui travaillent sur ces terres. Senhuile est une société de droit sénégalais. Mais avec des capitaux étrangers aussi. Mais est-ce qu'il y a une société sénégalaise qui n'a pas travaillé avec des capitaux sénégalais étrangers? Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, hein, mais nous sommes dans une dynamique d'exploitation de terres. Et en quoi votre projet peut être différent de ceux qui viennent en Afrique s'accaparer des terres africaines? Nous ne sommes pas venus en Afrique, nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains. Avec des capitaux étrangers? Avec des capitaux étrangers et sénégalais, parce que nous travaillons avec des banques locales aussi. Donc aujourd'hui, il n'est pas dit que c'est des capitaux exclusivement étrangers qui viennent sur Senhuile. Non. Moi, c'est cette idée d'accaparement que je ne peux pas cautionner. C'est des Sénégalais qui pensent que c'est un projet qui a été initié par des Sénégalais, qui ont associé, bien entendu, des étrangers parce que
je le dis toujours, en tout cas, les capitaux nécessaires pour le développement de l'agriculture sénégalaise ne peuvent provenir que des capitaux privés. La subvention que l'État fait pour le compte des producteurs, pour moi, ne peut pas aller, en tout cas, ne peut pas permettre le développement de l'agriculture sénégalaise. Elle peut, pendant des périodes difficiles, soutenir le paysan pour lui permettre, en tout cas, d'assurer sa sécurité alimentaire. Mais si on veut une agriculture productive, il faut que des capitaux, que ce soit des capitaux étrangers ou des capitaux nationaux, puissent, en tout cas, être amenés en contribution dans le développement du Sénégal. Moi, je suis convaincu que des projets comme Sen-Une doivent se multiplier pour permettre, en tout cas, ce n'est pas rendre les producteurs, en tout cas les producteurs sénégalais des ouvriers, non. Il y a des ouvriers agricoles qui sont des salariés et les rémunérations que nous leur donnons leur permettent d'avoir une vie décente. À côté, s'il y a des producteurs sénégalais qui peuvent bénéficier du transfert de technologie, en tout cas d'un apport quelconque que nous pouvons faire, mais nous sommes toujours disposés à le faire. Mais qu'on nous dise que nous sommes venus pour accaparer des terres, je suis désolé, je suis un Sénégalais bon temps. Nous avons fait venir des investisseurs sénégalais, des étrangers, pour permettre à des Sénégalais de travailler, pour permettre au Sénégal de dégager de la valeur ajoutée. Il n'y a pas de mal à cela. Mais justement, vous travaillez dans l'agriculture. Aujourd'hui, le gouvernement dit, Urbi et Orbi, que leur option, c'est de développer le Sénégal à travers l'agriculture. Mais le constat qui a été fait, c'est que les financements dans l'agriculture sont peu nombreux. Que le budget de l'État affecté à l'agriculture est moindre par rapport au budget de fonctionnement ou bien de train de vie de l'État. Non, je pense que si mes chiffres sont bons, le financement de l'agriculture, de l'État dans l'agriculture est de l'ordre de 10%, je pense. On a atteint 10%. C'est peu pour un pays qui s'est donné une vocation agricole. C'est vrai. Mais à mon avis, l'État du Sénégal, il est vrai, il y a des infrastructures de base que l'État doit prendre en charge, notamment en termes d'aménagement hydro-agricole, de pistes de production pour l'acheminement des produits. Donc, cela, c'est des investissements que l'État doit prendre en charge. Et il faut trouver les moyens de le faire. Mais ce n'est pas à l'État du Sénégal de mettre, à mon avis, en place les capitaux pour le développement de l'agriculture sénégalaise. Ça, c'est l'affaire des privés. Quand je parle de privés, c'est aussi bien les producteurs, les paysans, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'exploitation familiale, que l'agribusiness. Aujourd'hui, l'agribusiness ne représente que 2% des terres au Sénégal. N'occupe que 2% des terres au Sénégal. Et je pense qu'il est important que des Sénégalais puissent s'intéresser, en tout cas des privés sénégalais puissent s'intéresser à ce secteur. Parce que pour moi, c'est le socle de notre développement. Mais vous avez été banquier. Comment pensez-vous que les Sénégalais privés qui ont des initiatives dans ce sens-là peuvent développer l'agriculture là où les banques ne financent pas? Il faut un travail. D'abord, il faut assainir l'environnement de l'agriculture sénégalaise. Parce que il est évident que la banque fonctionne selon des normes assez strictes. Et sans un environnement assaini, il est difficile aujourd'hui, tel qu'en tout cas les banques sont configurées au Sénégal, il est difficile qu'un banquier puisse en tout cas investir, en tout cas mettre de l'argent dans l'agriculture. Et je pense qu'il faudrait quand même que les banquiers soient plus innovants, à mon avis, en termes de produits. Au-delà de la contrainte dont j'ai parlé tout à l'heure, qui concerne à assainir l'environnement de l'agriculture sénégalaise, je pense que les banquiers peuvent aussi utiliser certains produits comme le leasing, par exemple, le crédit bail, qui est un moyen assez simple de pouvoir financer du matériel agricole. Il y a les nantissements de stock qu'on peut utiliser pour pouvoir financer la commercialisation. Je vous donne un exemple. On voit souvent nos agriculteurs vendre leur production juste après la récolte à des vil prix parce qu'ils ont besoin d'argent. Parce qu'il y a la Korité qui approche, il y a la Tabaski qui approche, il y a une fête religieuse qui approche, donc il faut forcément que la famille ait de l'argent. La banque, l'agriculteur, s'il y avait des dispositifs de nantissement de stock, on aurait pu les mettre dans des magasins et la banque finance sur la base de ce nantissement de stock et permettre à des producteurs de pouvoir avoir de l'argent à temps voulu et bénéficier des cours à des périodes où, en tout cas, les cours sont plus favorables. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait plus d'imagination au niveau des banques pour apporter plus
plus en tout cas de capitaux dans le secteur. Justement, est-ce que ce n'est pas ça, sur ce point qu'il faut aller vers ce qu'on appelle la réforme bancaire, que les banques aident à participer au développement du pays? Par le constat qu'on a fait aussi, la place financière au Sénégal, 95% des banques, c'est des banques étrangères, avec des capitaux étrangers, qui gagnent de l'argent, qui rapatrient à l'étranger. Ça, c'est un véritable problème. Et je pense que c'est un sujet sur lequel l'État du Sénégal doit se pencher pour prendre des mesures, en tout cas importantes, afin que les nationaux sénégalais puissent prendre en charge l'économie sénégalaise. Il est évident que nous sommes dans un monde globalisé où vous ne pouvez pas, en tout cas, vivre en léthargie et il faut bien entendu que les Sénégalais... Il faut s'ancrer d'abord avant de s'ouvrir. Avant de s'ouvrir. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la plupart des banques sénégalaises, j'en discutais avec un banquier ce matin, un directeur de banque ce matin, et toutes les banques sénégalaises aujourd'hui, peut-être à une ou deux banques exceptionnellement, sont des banques à capitaux étrangers. On ne peut pas, à mon avis, laisser un secteur aussi sensible que le secteur bancaire entre les mains des autres. Il y va pour moi d'enjeux nationaux qu'il faudrait en tout cas prendre en charge. Parce que pour moi, c'est un problème la banque, pour moi, c'est un patrimoine. Parce que c'est le premier levier sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir développer votre pays. Si cette banque n'a pas une fibre nationale, ça risque de poser problème. Et je pense que notre Premier ministre, qui était le champion, qui était le précurseur d'un champion national, comme il l'appelait, quand il était encore banquier, il voulait mettre en place une banque nationale portée par des capitaux nationaux qui puissent prendre en charge les véritables problèmes de développement. Sans cela, on aura toujours des banques, mais qui œuvreront, et comme vous le voyez, toutes les banques en général œuvrent pour accompagner leurs investisseurs dans les pays où ils investissent, où ils vont s'implanter. Je ne veux pas citer de pays, mais... Le gouvernement a annoncé la mise en place de la BNDE qui remplace le Fonds de promotion économique. C'est une bonne option à votre avis? C'est de bon augure. Moi, je pense que c'est une bonne option, mais il faut que l'État quand même se désengage de cette banque. Une banque, en tout cas, ne peut pas fonctionner sous le joug, pour moi, d'un État. Surtout comme des États comme les nôtres, qui sont encore très... je veux dire, où les liens, en tout cas personnels, sont encore très forts. Je pense que l'État doit s'en désengager de cette banque et chercher des privés nationaux qui puissent le prendre en charge, le développer, financer des activités, mais qui ont une certaine portée patriotique. Vous êtes dans l'agriculture, on sait que l'agriculture a un gros potentiel d'emploi. Beaucoup de jeunes ont des petits projets, des petites PME, PMI, agricoles, mais qui cherchent des financements justement pour développer leur culture, aider aussi à avoir de l'emploi, à sortir de la misère. Mais le problème fondamental aujourd'hui, c'est que ces banques-là ne financent pas ces petits projets. Oui, aujourd'hui nous avons une seule banque qui intervient dans le secteur agricole au Sénégal. Le Crédit Agricole, pour ne pas le citer. Ce qui se passe, c'est que ces banques en général ont des difficultés de ressources. Et moi, lors d'un de mes écrits, j'avais dit que la solution, en tout cas une des solutions, serait de mettre à disposition des banques qui financent l'agriculture des ressources de l'État. L'État aujourd'hui dispose de ressources, que ce soit des ressources provenant des bailleurs de fonds, que ce soit des ressources provenant des caisses mutualistes, presse, caisses de sécurité sociale, les ressources provenant des assurances, peuvent être orientées. La caisse de dépôt et de consignation, toutes ces ressources peuvent être orientées vers les banques qui orientent, en tout cas, leur activité vers l'agriculture. On peut demander aux banques d'ouvrir, comme on le fait avec la finance islamique, d'ouvrir des guichets agricoles. Et ces guichets agricoles vont bénéficier de fonds. Toutes les banques qui auraient ouvert en tout cas des guichets agricoles bénéficieront en priorité de fonds provenant des institutions mutualistes, des institutions étatiques, pour leur permettre d'avoir des ressources longues. Parce que la problématique en tout cas du financement de l'agriculture au Sénégal, surtout le financement des investissements, c'est la mise à disposition des ressources longues. Sans cela, vous ne pouvez pas faire des emplois sur le Mais le gros problème, c'est les taux d'intérêt qui sont exorbitants. Là où c'est le deuxième levier. La Banque centrale donne, par exemple, aux banques à un taux de 3%. Les banques appliquent sur les clients plus de 15 à 18%. C'est énorme.
c'est le deuxième levier sur lequel le développement de l'agriculture via les banques devrait se jouer, c'est au niveau de l'application de taux. Bon, vous savez, tel que le marché financier est configuré aujourd'hui au Sénégal, les taux directeurs de la Banque centrale ne sont pas très parlants en termes de coût des ressources. Hein. Donc aujourd'hui, c'est les ressources que les banques tirent de leurs différentes activités de collecte d'épargne c'est ce coût des ressources donc, qui détermine le coût de sortie du crédit. Si l'État, par le biais des guichets agricoles dont j'ai parlé tout à l'heure, met en place des fonds à des coûts, en tout cas assez compétitifs, cela permettrait à ces banques de financer les activités agricoles à des taux de sortie plus faibles. Un exemple, là où l'État, en tout cas une banque, devrait prendre un dépôt à terme à 5 ou 6% pour sortir cet argent à 10 ou 11%, si l'État met à disposition des ressources et n'exige que peut-être 2 ou 3%, cette même banque pourrait faire des crédits à des taux de sortie beaucoup plus intéressants, entre 6 et 7%, qui me semble acceptable dans un secteur comme l'agriculture. Oui, mais le paradoxe, c'est qu'au Sénégal, chacun dit que les banques sont surliquides. Et on passe notre temps dans ce faire, il n'y a pas d'argent. Chacun pleure, dit qu'il n'y a pas d'argent au Sénégal. Là, je ne défends pas mes anciens collègues banquiers, mais cette surliquidité est assez relative. Hein. Pourquoi? En général, c'est une surliquidité sur des ressources à court terme. Donc, sur des ressources de moins d'un an, moins de 2 ans. Et si la banque ne dispose pas de ressources longues, c'est-à-dire des ressources qu'on lui confie sur une période allant sur plus de 2 ans, cette même banque ne peut pas prêter cet argent-là sur des périodes plus longues. Et l'inverse, c'est que, le problème aussi, c'est que plus ces ressources sont longues, plus le taux de rémunération est important. Et donc, cela se répercute automatiquement sur le coût de sortie des emplois à moyen terme. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, et moi je pense que c'est une solution, c'est que l'État du Sénégal incite les institutions mutualistes, incite ces différents corps, ces différents départements à confier leur argent à des banques qui, en tout cas, seraient disposées à financer l'agriculture. Ça peut se faire aussi d'une autre manière sous forme de fonds de garantie. Là, je pense qu'il y a des fonds qui sont en train d'être mis en place, comme le fonds GIP, comme le fonds 6. Mais pour moi, les montants qui sont annoncés ne sont pas encore assez importants pour pouvoir soutenir l'agriculture. Si ces mécanismes-là, en tout cas, sont performants, je pense que ce serait un moyen de mettre à disposition de ces banques des fonds de garantie exclusivement destinés à l'agriculture qui pourraient permettre de financer des projets agricoles comme les PME. Parce que sans l'agriculture, je pense, est la seule activité qui peut vous permettre, disons, une ferme comme Saint-Huile peut vous permettre disons, d'embaucher facilement 6 000, 7 000 employés. Vous avez investi dans votre projet plus de 135 milliards de francs CFA. C'est ça. Aujourd'hui, vous attendez à combien de retour? Non, aujourd'hui, le taux de rendement tourne autour de 20%. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Vous faites de la philanthropie. Vous investissez pour gagner de l'argent. C'est pas ça le plus important. Il est évident que quand on met disons, des sommes aussi astronomiques dans un projet, c'est pour gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, les actionnaires, comme la Financial Tampere Group aujourd'hui, tirent un grand profit de ce projet. Non pas parce que c'est les retombées, les dividendes qu'on lui envoie qui est important, mais surtout parce qu'avec ce projet, elle peut sécuriser son approvisionnement en matières premières. Donc c'est d'autres logiques qui peuvent, disons, guider un investisseur à venir dans un pays. Aujourd'hui, le groupe est assez important pour pouvoir gagner de l'argent par ailleurs. Mais le fait de mettre en place une structure comme Saint-Huile ici lui permet de sécuriser une partie de son approvisionnement en matières premières pour faire tourner ses usines. Au niveau local, les actionnaires locaux aussi, bien entendu, gagnent de l'argent à travers donc leur investissement. Et je pense que c'est de bon augure, mais c'est pas des. Vous savez, l'agriculture, c'est pas une activité qui comme le pétrole, hein, où tu vas faire des marges extraordinaires. L'agriculture, c'est une activité où on gagne de l'argent, c'est vrai, mais à des marges quand même assez correctes, quoi. Bon. Le taux de rendement de ce projet tournerait autour de 20%.
Cheikh Tidiane Sy, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de la TFM à Question Directe pour parler de projets d'agriculture, puisque tout le monde dit que l'agriculture est le moteur de développement du pays. Nous espérons que les Sénégalais aussi pourront aussi monter d'autres projets pour faire avancer leur pays et avancer. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous. Au revoir.